Bon les amis, voilà le 19e épisode de la revue de la semaine. C'est un peu sombre ici parce que je me trouve au salon de l'écologie de la France Insoumise, qu'on a convoqué le samedi. Alors bon, on aurait pu enregistrer avant, mais moi avant j'en pouvais plus. Parce que après l'émission de jeudi soir sur le service public, une espèce d'horreur, vous l'avez peut-être tous vu cette émission, on en parlera. Bon, j'étais épuisé, d'accord? Donc j'ai remis à ce samedi et je suis là, dans ce salon. Alors ce sera le 19e épisode, on a encore gagné des abonnés, on est super content parce que ça donne de l'énergie. Vous avez été 3000 à vous abonner après l'émission qu'on a fait pendant 5 heures sur le chiffrage. 3000 abonnés à la chaîne YouTube, donc on est super content, ça donne de l'énergie à tout le monde. À ceux qui préparent cette revue de la semaine, comme d'habitude, évidemment, si ça vous plaît, si vous voulez que ça avance, des pouces bleus, c'est ça qui fait avancer l'affaire, et si vous pensez que ça vaut la peine, abonnez-vous, parce que c'est à nous que ça donne du courage quand vous vous abonnez. On a l'impression que, quand même, ça porte qu'on fait et ça sert à quelque chose, bien sûr. Bon, je commence par quelque chose qui a à voir avec le salon de l'écologie de la France Insoumise de ce samedi. Tout à l'heure, je vais faire un discours que je vais préparer après avoir fini la revue de la semaine. Et mon idée, c'est de montrer que la cohérence du programme économique de la France Insoumise, ce qui lui donne sa cohérence, ce qui à la fois qui l'enveloppe et qui en est toute l'organisation interne, c'est le changement de la matrice productive du pays avec la transition écologique. Alors, faut bien comprendre que ça ne rentre pas dans les habitudes. Parce que dans les habitudes, notamment des commentateurs, quand vous arrivez avec un programme, ils commencent par vous demander combien ça coûte. C'est tout, s'en fout de la cohérence, du reste. Bon, ils font comme si, quand quelque chose coûte, c'est un problème. Ben non, tout coûte. Tout, absolument tout coûte. Le problème de savoir, c'est à quoi sert l'argent que vous dépensez, et surtout d'où vous le tirez, et combien ensuite, à la sortie, ça va ramener de bien-être. Non, c'est quand même ça le but de l'économie. Et souvent, l'esprit comptable les empêche de penser économie. Économie, c'est l'activité des êtres humains pour produire et reproduire leur existence. Voilà, c'est ça. Dans lequel l'argent n'est qu'un aspect. Alors, dans ce salon, ce qui m'importe, c'est que moi, à chaque fois, je cherche des solutions concrètes qui correspondent à ce qui sont des objectifs de la politique économique globale du programme. Bon. On va prendre l'exemple des énergies renouvelables. Bon, vous savez que dans le programme L'Avenir en commun, on dit on va aller à 100% renouvelable. Bon, sortir du nucléaire, c'est un autre sujet, on en a déjà parlé. Mais quand on dit, par exemple, le 100% renouvelable, il faut voir l'impact que ça a aussi sur un des chiffres traditionnels de l'économie traditionnelle. C'est la question des importations. Vous savez, à chaque fois, on me dit « Ah, mais monsieur Mélenchon, vous allez augmenter les salaires, vous allez augmenter les minima sociaux, tout ça, ça va développer la consommation. » Et comme tous ces gens-là pensent que vous êtes juste des bons à rien, qui n'avez aucun sens des responsabilités, ils se disent que dès que vous aurez 3 sous de plus, vous allez courir, aller acheter des choses qui servent à rien, ou qui sont pas chères, comme on dit, c'est-à-dire qui sont exploitées au prix du sang, au prix des larmes, au prix de la dévastation de l'environnement. D'accord? Eux, ça, c'est pas leur problème, à eux. Et donc, ils s'en tiennent à ça. Et ils me disent, ah, mais vous allez complètement déséquilibrer le commerce extérieur. Bon, il faut répondre, parce que on pourrait leur dire ce qu'on pense du commerce extérieur, mais il faut répondre quand même de manière rationnelle. Moi, je leur dis, regardez, la moitié du déficit du commerce extérieur de la France, qu'est-ce que c'est? Du gaz, du pétrole et de l'uranium. Si vous faites 100% renouvelable, vous n'avez plus besoin de tout ça. Le gaz, on le produit nous-mêmes par les procédés de méthanation. Attention, à ne pas confondre avec la méthanisation. On produit du méthane, on en fabrique, on fait des usines à fabriquer du gaz. Ensuite, le pétrole, on s'en passe. Et l'uranium, on n'en a plus besoin puisqu'on va fermer les centrales les unes après les autres. Donc, sur la moitié du déficit du commerce extérieur, vous pouvez faire 100% d'économie, puisque vous allez passer à 100% renouvelable. Vous voyez, bon, plus ou moins, tout ça, ça se fait pas en un jour, mais on organise de cette manière la montée en puissance. Bon, moi je dis, dans les 100 milliards d'investissements, il y a beaucoup de construction, mise à neuf des bâtiments, isolation thermique, et ainsi de suite, qu'il faut faire d'un coup. Mais il y a aussi le recours à des nouveaux procédés de fabrication qui vont faire baisser l'importation des produits, réduire les consommations de gaz à effet de serre, d'accord? Les consommations ou productions de gaz à effet de serre. Alors,
quand je faisais le tour, par exemple, le remplacement des protéines carnées, ça a à voir avec tout ça. Hein. Mais qui sait où on va les sortir? On a dit on va les sortir des algues. Comment? Là, aujourd'hui, je viens de voir un stand où on nous a expliqué qu'on allait faire des fermes de spiruline, qui est une algue particulière, qui va nous donner les quantités de protéines dont nous avons besoin, dans un rendement qui est sans rapport avec les protéines que vous tirez des protéines animales, dont vous avez besoin pour vivre, vous avez besoin de protéines, il vous faut ces protéines. Alors autrefois, dans les temps barbares, ou bien on mangeait des algues là où il n'y avait pas moyen de faire autrement, puis sinon on allait à la chasse, parce que ça donnait des protéines. Hein. Mais la protéine carnée, c'est d'un rendement misérable par rapport à ce que ça coûte auparavant, en dépenses d'énergie, les bestioles qu'on traite très mal, qu'on fait souffrir abominablement en les empilant par milliers dans des espèces d'usines, hein, à vaches. Bon. Voilà, on a une solution de remplacement. Et ces fermes qui vont produire de la spiruline, on pourra mieux dire ces usines, parce que ça revient à des usines, vous savez, c'est des bacs avec 100 litres de flotte dedans, ou de sang, et puis bon, la réaction se produit, on chauffe l'eau, et la spiruline se développe, et il en sort des quantités absolument incroyables. Aujourd'hui, vous allez acheter ça, vous picorez ça avec des petites gélules, il y a même des boutiques où, si vous regardez le prix de la spiruline, de la petite gélule, vous rapportez ça 1 kilo, ça vous donne du 16 000 € le kilo, un truc de fou, quoi. Hein, c'est juste l'emballage que vous payez, plus l'impression que vous êtes en train d'acheter le remède de votre vie. Bon, donc, cette spiruline, on peut la produire en masse, et on peut la produire en ville, c'est-à-dire en occupant les espaces qui ne sont plus occupables autrement. On peut installer ces unités de production. Donc vous voyez, c'est une réponse concrète, et quand vous partez sur la spiruline, vous faites des économies de tout le reste, sur tous les autres chapitres. Et il y a une deuxième question, c'est celle-là que je veux maintenant soulever pour vous y faire réfléchir, pour que vous compreniez qu'il y a des réponses concrètes à chaque fois aux problèmes que nous soulevons. Si on dit on va arrêter, on va construire de nouveaux immeubles et on va arrêter de produire du CO2, de brûler du gasoil, d'aller chercher au fond de la mer comme à Lannion, on va gratter tout ce qu'il y a là, parce qu'on a besoin de plus en plus de sable, et d'un certain sable qui contient des granulats. Les granulats en question, ce sont des coquillages, n'est-ce pas, qui sont là-bas, pour en faire du ciment, quoi. Il n'y a pas plus bête que ça, pour en faire du béton. Donc si on dit qu'on veut, comment on va faire? Et c'est là que vous avez les techniques alternatives. Alors, certaines au début, on est tellement tous obsédés de vieilles habitudes mentales, hein, qu'on a tendance à un peu sourire. Alors je vais vous répondre, on peut faire des constructions en paille, ou on peut faire des constructions en terre. Je mets de côté pour l'instant les constructions en paille, je vais vous parler des constructions en terre. Mais comment les constructions en terre, M. Mélenchon? Mais qu'est-ce que vous nous dites? Eh bien je vous dis que 50% des habitations du monde, vous m'entendez? 50% c'est des habitations en terre. Donc ce qui est nouveau à vos yeux est quelque chose de banal depuis des centaines et des milliers d'années, un peu partout dans le monde. Et pas pour faire des huttes où on passe en se courbant, hein. Il y a des immeubles de 12, 13, 14, 15, 16 étages en terre. Vous avez une tour de 100 mètres qui a été faite en terre. Et en France, est-ce que vous le savez, 15% des habitations sont en terre. Donc la terre, pour nous, c'est un matériau extraordinaire. Alors en plus, on sait utiliser la terre malaxée avec quelques autres produits qui en font quelque chose d'aussi solide que du béton, et même plus solide que le béton, mieux résistant à l'incendie que le béton, parce que c'est un des plus vulnérables, et beaucoup plus efficace d'un point de vue thermique, et du point de vue de la santé des gens, parce que c'est bien joli de me dire, ah ben on continue avec le béton et le reste, et aussi avec le PVC, aussi avec tous ces produits que vous mettez dans les maisons, qui pourrissent les poumons des gamins et leur sang, et qui font que ça ne va pas, vous le savez aussi bien que moi. Tandis que la construction en terre, c'est radicalement ça. Alors, l'autre avantage de la construction en terre, c'est que ça ne se délocalise pas, on le fait ici. Autre avantage, c'est que le matériau coûte pratiquement rien. Et quand on déconstruit, si vous fichez par terre un immeuble en terre, ben vous récupérez de la terre. Et vous pouvez vous en resservir. Si vous fichez par terre une tour, ben, permettez-moi de vous dire que vous ne récupérez pas le béton qu'il y a là. Hein. Il servira peut-être à autre chose, à faire des gravats ou des granulats, mais plus jamais à faire de la construction. Bon, donc les gens, vous comprenez. La construction en terre, en plus, on peut démarrer tout de suite. C'est ça qui m'a intéressé. Les formations pour apprendre à construire en terre, elles existent. Ils savent le faire. Le procédé technique, d'abord, la solidité scientifique de l'histoire, elle est démontrée. Le procédé technique, il existe. Les questions d'environnement juridique concernant les constructions en terre, assurance, normes à établir, etc., tout est prêt ou pratiquement prêt, dans quelques mois, c'est réglé. Hein, on aura tout. Donc si on veut,
si on a une nouvelle politique, si je suis élu, on peut immédiatement commencer. Alors comment on s'y prendra? D'abord on ouvrira une ou deux écoles, peut-être qu'on créera des spécialités dans les lycées professionnels qui existent déjà, et on fera cet enseignement de manière à produire dans un délai le plus bref possible les milliers de jeunes gens qui sauront faire ces constructions en terre. Alors évidemment ça demande du monde. Alors pourquoi je termine sur cette précision? C'est parce que ce n'est pas les robots qui vont faire ça, les amis. C'est forcément du travail humain. Le développement écologique et le changement de la matrice productive du pays nécessitent du travail humain. Mais c'est bien, non? C'est un travail qui est valorisé, qu'on doit bien payer et qui va faire à la sortie des choses utiles et saines et qui seront écologiquement responsables. Parce que pendant qu'on fait ça, on ne casse pas tout autour de nous, on ne rend pas malade les gens qui vont habiter dedans, ni les gens qui l'auront construit. Donc, il y a des beaux livres qui existent, dont celui-ci qui a été le lauréat du prix Robert Wald, voilà. Ça raconte bâtir en terre, du grain de sable à l'architecture, et je vous garantis que vous en apprenez, parce que vous découvrez que ça fait des milliers d'années que ça dure, qu'on utilise ça. Ça montre comment c'est utilisé pour faire des jolies choses, avec, vous savez, des façades pleines de dessins, de choses comme ça, qui fait que c'est autre chose que l'agriculture, l'architecture monstrueuse, des villes nouvelles, là où vous avez vu ça, pouf, 100 mètres tout long, il n'y a rien qui dépasse. Ils sont contents, les gars, ils ont fait des beaux cubes, ça coûte pas cher au mètre carré, en tout cas ça coûte moins cher que de faire du beau d'après eux, mais c'est nul et c'est inhumain. Et là, on voit toutes les façons de travailler, l'argile, la terre qu'on améliore, parce que, vous savez, c'est plus dur que de... Il faut voir ce que c'est qu'une brique de cette terre, qui est une terre reconstituée, parce qu'on met d'autres produits dedans, c'est quelque chose d'incroyablement résistant, et quelque chose d'incroyablement solide, contrairement aux apparences. Donc voilà. Alors il y a ça, ils ont travaillé sur tout, là c'est un petit livret qu'ils m'ont offert, il faut dire qu'ils m'ont offert des tas de trucs, pour montrer comment on stabilise la terre, pour en faire des briques, des gros ensembles, et qui soient durables. Alors ils m'en ont donné, là c'est le collectif de la paille, là c'est la manière de construire, et voilà, là j'en ai deux, c'est la construction en paille, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Je voudrais que vous reteniez ce que je suis en train de vous raconter, pas le côté qui peut vous faire sourire, parce que j'essaye aussi un peu de vous faire sourire, sur la façon de faire. C'est que réellement il faut tourner la page du vieux monde, des vieilles méthodes, de la soi-disant modernité qui nous a bien servi un temps, je ne vais pas vous dire le contraire, mais maintenant il est temps de passer à autre chose. Et surtout ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est que c'est possible, on sait le faire, on a les gens pour le faire, qui savent organiser la façon de former des milliers de gens à savoir faire comme ça. Et si on fait comme ça, notre pays sera beau et les gens seront contents. Bon, je vous dis un mot sur l'émission politique de France 2. Bon, la plupart de mes amis ont réagi, m'ont écrit, m'ont envoyé des messages, et j'ai été vraiment ému de voir le nombre de gens qui avaient ressenti presque aussi péniblement que moi cette scène finalement très dégradante qu'a été cette émission. On a compris que c'était un traquenard, et vous vous souvenez peut-être, quand ils ont sorti la nouvelle série, là, et puis Jadas avait dit, ça sera plus jamais une corrida, ni un traquenard. En fait, c'est pire. C'est pire. C'est d'un niveau extrêmement bas, vulgaire, et on sent l'envie de créer de l'incident, du buzz. Et moi, ils passaient leur soirée à essayer ça, ils ont dû dire 1000 fois Le Pen, ils m'ont comparé à elle, ils ont pas arrêté, quoi. Tous les sujets nous ramenaient sans arrêt à Le Pen. On voit qu'ils font partie du dispositif politique gouvernemental, comme la chaîne gouvernementale d'info en continu, France Info, c'est-à-dire qu'ils sont là pour faire monter, non pas, il ne faut pas de la propagande directe, ils ne vous disent pas vos TPS, ils ne sont pas fous quand même, et ils font que vous soyez obligés d'y venir. Et pour ça, il faut qu'il y ait le grand méchant tigre qui est Madame Le Pen. L'émission, on a passé leur temps à parler de ça. C'était, mais jusque dans le détail, vous voyez. Par exemple, vous avez vu où j'étais assis, et derrière moi, il y a les deux Français comme tout le monde, qui sont derrière moi, qui évidemment ne sont pas de mon bord. C'est normal, je ne leur en veux pas. En tout cas, quand l'émission commence, il y a une mère, les Républicains d'un côté, et une dame qui se dit prête à voter au Front National à ce moment-là. D'accord ? Donc chaque fois que vous avez un plan sur moi, vous avez un plan sur deux personnes qui me désapprouvent. Ça aide pas trop. Et ainsi de suite, tout est fait comme ça. Après, vous avez vu vous-même la manipulation, vous avez vu cette dame de Calais, c'était Rizouli qui disait « Mais dites que vous allez voter, dites que vous allez voter Front National ». Après, quand arrive M. Philippe Torreton, qui est un artiste, qui est un intellectuel, ça se mène pas à coups de pied des gens comme ça.
c'était tout dans la finesse, c'est dans l'émotion. Et ils étaient là à vouloir lui faire dire à tout prix quelque chose. Bon, tout le monde a compris quelle arnaque c'était. Moi, j'ai fait face, je pense, j'ai essayé, bon, impossible de développer une pensée cohérente. Vous êtes interrompu toutes les 2 minutes, et leurs sujets même sont des sujets qui sont exclusivement anxiogènes. C'est-à-dire, on vous amène un policier pour dire, mais c'est très difficile, il y a des voyous partout. Ensuite, une dame qui dit, ah, il y a des immigrés partout, on a dû fermer mon restaurant. La troisième qui dit, mais non, le nucléaire, c'est pas dangereux. Mais bon, alors moi, je suis obligé de dire, mais madame, vous dites ce que vous voulez, mais s'il y a un accident, eh ben, il n'y aura plus personne. À 80 km à la ronde, il y a 2 millions de personnes qui sont là. Bon. Cette dame, moi je la respecte, mais elle devrait un peu réfléchir à ce qu'elle dit. Quoi. Elle dit on est le département le plus bio. Bah, tant qu'il y a un problème, tu vas voir si tu vas rester bio longtemps. C'est incroyable. Donc ça fait peur à tout le monde. Les gens normaux qui écoutent ça, ils disent ah bon, elle croit réellement à ce qu'elle dit, ça leur fait peur. Bon. Donc ils ont monté une émission anxiogène, un traquenard. Et moi, j'ai vécu très mal, je veux vous le dire, et je veux que vous le répétiez. Me faire prendre à partie par M. Pujadas, qui de sa vie n'a jamais défendu une cause personnellement. Hein. Me mettre en cause sur les droits de l'homme. Vous avez vu ça? Bon, là, ils m'ont ressorti le truc habituel, Poutine, Castro, tout y est passé. Mais ça, qu'est-ce qui lui permet de me parler comme ça? Vous savez que la seule décoration que j'ai, je l'ai eue du gouvernement argentin pour avoir participé à la lutte contre la dictature militaire et pour avoir sorti des gens d'un camp de concentration. Quand j'y suis arrivé à l'époque avec d'autres copains, hein, peu importe le sujet, mais c'est pour dire j'y ai passé ma vie, moi, à ça. De quel droit ce type me parle comme ça? Vous savez, pour essayer d'induire que je ne serais pas clair, après ils disent il est ambigu. Hein. Bon, et Madame Salamé, pour la énième fois, avec ses histoires de Russie, enfin bon, c'est saoulant. Mais enfin bon, peu importe tout ça, à la limite, je veux dire, ils m'ont rendu service, c'est tellement grossier, c'est tellement vulgaire. Et se sont tellement pris les pieds dans le tapis dans cette émission, parce que pour finir, M. Torreton était absolument charmant, et comme ils l'ont énervé, le gars, assez logiquement, il s'est un peu raidi en disant « Attendez, je ne suis pas là pour dire ce que vous avez prévu, je dis, je ne suis pas là en service commandé ». Je trouve qu'il a réagi avec une très grande dignité. Et pareil pour cette dame du Pas-de-Calais, moi je voyais bien qu'il y avait un problème avec le FN, elle l'a dit, elle a fini par le dire, parce que M. Rizouli n'arrêtait pas de lui dire, allez, dites que vous allez voter FN, dites que vous allez voter FN. Elle a fini par dire, bon, c'est pas mon cœur, mais alors, moi j'ai répondu à quelqu'un, je ne me suis pas occupé de son étiquette politique, je m'en fiche. J'ai vu quelqu'un qui était mal, qui souffrait, et j'ai essayé de parler à quelqu'un qui souffre un langage de raison, et pas lui faire la morale ou je ne sais pas quoi. Hein. Et pour finir, il semblerait que, d'après ce que j'ai lu sur Facebook, c'est une dame qui a changé d'avis, parce qu'à la discussion qu'on a eue sur le plateau, elle a senti que le bon choix, c'était pas du côté qu'elle pouvait croire jusque-là, et elle dit que politiquement, elle va plutôt voter pour moi. Donc, vous voyez, finalement, ils sont tellement lourds, tellement vulgaires, hein, qu'à la fin, ça se retourne contre eux. Mais n'hésitez pas à leur dire ce que vous pensez d'eux, parce que ça leur fait les pieds. Et puis ça leur montre que le public qui regarde une émission comme ça, c'est pas du bétail. C'est des gens qui ont une tête, une cervelle, qui essayent de se faire une idée. Hein. Ils ne savent pas quand ils regardent forcément l'émission s'ils sont de mon avis ou pas, mais ils veulent comprendre, arriver à comprendre. Alors quand on n'a même pas le temps de développer une pensée économique, vous avez vu là, M. Langlais avec son numéro avec des chaussures, maintenant c'est de plus en plus débile, la dernière fois c'était des petites voitures. Avant c'était des graphiques, bon on a renouvelé un peu le comique de situation, mais bon, ça ne change rien. Il n'y a pas moyen de parler plus de 2 ou 3 minutes pour expliquer des sujets quand même très compliqués. Il vient comme un petit professeur, vous savez. Alors, d'après lui, ça doit être comme ci, comme ça, comme ça. Et si vous n'y êtes pas, ça ne va pas. Ce gars, il ne fait même plus d'économie. Il fait de la comptabilité. Mais l'économie, ce n'est pas de la comptabilité, c'est de la comptabilité à la fin. Bon, je vous ai dit tout ça. Je compte sur vous tous pour faire ce qu'il faut, pour faire savoir aux intéressés ce qu'on pense d'eux. Et soyez pas vulgaires avec eux, hein. Mais il faut que vous fassiez sentir le mépris et le dégoût qu'ils nous inspirent, parce que c'est quand même ça sur le plan humain. Voilà, bon, le service public, de toute façon, après les élections, il faut espérer, je ne sais pas qui va s'en occuper, mais bon, c'est plus possible, quoi. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est une telle honte. Bon, dernier sujet, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mauvaise nouvelle, M. Trump veut renforcer l'arsenal nucléaire des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ils ont déjà de quoi faire sauter 7 ou 8 fois la Terre. Hein. Et le fait qu'il annonce ça, c'est pas bon signe. Hein. Ça va plutôt dans le sens des déclarations des militaires américains, disant, bon, un conflit majeur est inévitable et tout ça. Donc je suis un peu inquiet de ce qui se trame là. Hein. Et je voulais le dire parce que
Dans le même moment, j'ai apprécié quelque temps auparavant que le dirigeant chinois, M. Xi Jinping, revienne sur la question du désarmement nucléaire général. Personnellement, j'en suis partisan. Je suis partisan du désarmement universel, nucléaire. Évidemment, je fais une proposition, je fais de manière responsable. Hein. On commence par désarmer ceux qui ont le plus, hein, pas nous les Français qui sommes... bon, mais le moment venu, s'il le fallait, nous aussi on désarmerait. Si tout le monde désarme, si les puissances nucléaires désarment, nous aussi on pourra désarmer ou réduire, si on décide tous de réduire les capacités de destruction que nous avons. Vous savez, c'est très dangereux de stocker des quantités pareilles d'armes dans chacun de nos pays, parce que tout ça est à la merci quand même de beaucoup d'aléas techniques, vous le savez les gens, ça vous le savez. Donc il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Et quand M. Trump dit qu'il va renforcer, parce qu'il paraît que les États-Unis ont du retard, enfin personne ne peut croire une chose pareille, les États-Unis d'Amérique ont un budget militaire de 600 milliards de dollars, vous vous rendez compte? Bon, les autres pays, et ça c'est 50% des dépenses mondiales, avec leurs alliés c'est 80%. Donc c'est pas vrai que la grande puissance n'est pas au niveau où elle doit être du point de vue de l'idée qu'elle se fait de sa sécurité. Je vous dis ça pour que vous sachiez que ce monde n'est pas un monde sûr, hein, et qu'il faut des gens comme la tête qui réfléchissent et qui connaissent l'histoire pour diriger les grandes nations, parce que là, ça devient de plus en plus tendu, quoi. J'aime pas ça.